Bonjour à toutes et bienvenue à cette quatrième journée des rencontres digitales des entrepreneuses. On est très contente de vous retrouver. On est très contente aussi d'accueillir Clarisse Fajol ce matin qui va intervenir sur construire sa marque personnelle que vous avez peut-être vu la semaine dernière dans ce webinaire sur la communication non violente. Pour celles qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Force Femmes. Et donc, je suis vraiment très, très contente que Clarisse puisse intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Agathe. Donc, j'espère que vous êtes toutes bien installées. Je pense qu'on va pas tarder à démarrer, vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Je voulais vous remercier d'être présente, vous dire à quel point je suis ravie pour je ne sais plus la combien d'années d'ailleurs qu'existent les rencontres, de pouvoir participer. Alors certes dans un modèle, un schéma un peu différent cette année, qui nous oblige un petit peu à nous réinventer, à nous concentrer autrement. Donc c'est une manière, il faut toujours essayer de trouver, en tout cas dans les circonstances qui sont les nôtres, des points positifs. Et c'est un peu l'objet de la démarche aujourd'hui, dans ce monde un petit peu compliqué. Pourquoi ne pas profiter pour se recentrer un peu sur soi-même et finalement d'enrichir tout ce qui concerne sa propre marque. On va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que, Agathe, c'est bon, tu m'entends bien? Tout va bien au niveau technique? Très bien. Ce qu'on a décidé avec Agathe, c'est de parcourir pour 1 heure un peu cette démarche du personal branding, de la marque personnelle. Et puis, on consacrera la dernière demi-heure, si vous en êtes d'accord, à essayer de prendre et répondre à quelques-unes des questions que vous pourriez avoir. On va essayer de ne pas interrompre la présentation et vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Important aussi pour vous de savoir qu'il y aura un résumé de cette présentation qui vous sera diffusé, disponible après. Donc voilà, vous pouvez être complètement libre de ne pas forcément prendre tout en note puisque vous aurez pas mal d'informations à la fin. Et comme le disait aussi Agathe dans les ateliers précédents, tout est enregistré sur YouTube, donc vous aurez aussi la possibilité de réécouter certains passages si c'est important pour vous. Un petit mot sur qui je suis. Donc, je suis Clarisse Fajol, en charge de la dimension RSE, responsabilité sociale et environnementale chez Coca-Cola France. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés avec Force Femmes il y a maintenant 10 ans, puisque le sujet du soutien aux femmes est dans notre politique RSE un pilier important. Rassurez-vous, ce sera le seul moment où je vous parlerai de Coca-Cola, je pense. Mais l'autre casquette de mon activité professionnelle est le coaching. Donc, je suis coach. J'ai été certifiée à HEC il y a maintenant 6 ans et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont dans la création de projets et qui s'intéressent tout particulièrement à la manière dont on peut utiliser la communication, sa communication, pour donner finalement plus de chance à son projet de voir le jour et de lui donner le plus d'impact possible. Donc c'est bien sûr un peu, même complètement, le sujet de ce jour. Donc, on va cheminer sur ce qu'est le personal branding. On va essayer, et je l'espère vraiment, de pouvoir aller jusqu'à quelques exemples très concrets d'outils à la fin de cet atelier sur lesquels vous pourrez aussi vous entraîner. Donc, l'idée, c'est cette dimension de marque personnelle, l'idée, c'est de pouvoir utiliser tous les attributs de son ADN, de sa singularité, pour en faire une source de créativité. Et un peu cette dimension de voir comment on peut utiliser ces attributs, ces qualités, ses spécificités pour développer un message de marque. Et on va travailler et regarder ça ensemble ce matin. Ce que je vous invite à faire, c'est essayer de réfléchir où vous en êtes dans votre projet aujourd'hui, dans quelle étape de votre projet vous êtes aujourd'hui, que ce soit un projet de création d'entreprise ou un projet personnel. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans le fait de faire rayonner votre marque de fabrique? J'aime bien utiliser ce terme-là parce qu'en fait, une marque de fabrique, c'est vraiment ce qui va faire, ce qui va vous positionner comme différente,
singulière dans un ensemble d'offres concurrentielles. Comment vous allez pouvoir vous distinguer? Alors, c'est un voyage au pays de soi-même quand on regarde cette dimension du personal branding. Donc, si ce sujet vous intéresse et si vous voulez commencer à travailler sur ce sujet-là pour vous, vous pouvez ouvrir un carnet de bord, vous pouvez ouvrir un agenda pour essayer de noter un certain nombre de choses car vous allez vous rendre compte que finalement, travailler sur sa marque personnelle, c'est un parcours un petit peu long, c'est un parcours en plusieurs étapes. Et donc, ça demande de pouvoir parfois poser des choses sur le papier, poser des choses pour pouvoir revenir dessus et pouvoir inscrire cette démarche-là de travail sur soi dans la durée. Alors, si vous pensez à une marque, puisqu'on va essayer de commencer à définir ce que c'est que ce personal branding, cette marque personnelle. Si vous pensez à une marque que vous aimez ou qui vous inspire ou qui vous interpelle, quelle serait celle à laquelle vous pensez spontanément? Alors évidemment, pour vous aider un petit peu, je me suis amusée à vous présenter. Voilà, plusieurs marques qui existent, des grandes marques, des petites marques, des marques de luxe, des marques d'hygiène, de beauté, ou alors des marques d'ONG comme WWF. Toutes ces marques-là, d'après vous, pourquoi elles sont là aujourd'hui? Pourquoi elles nous parlent? Quels sont finalement leurs attributs? Qu'est-ce qui fait qu'on les reconnaît, qu'on les aime ou qu'on les déteste? Mais qu'est-ce qui fait qu'elles ont quelque chose de différent, de particulier? Eh bien, souvent, ce qui fait le succès d'une marque, c'est tous les attributs que vous voyez ici. C'est son histoire, c'est son savoir-faire, c'est la manière dont les hommes, les femmes constituent son ADN. Quelles sont ses valeurs? Quels sont les publics auxquels elle s'adresse tout particulièrement? Quels sont ses bénéfices? On parle de bénéfices de marque. Quel est aussi son style de communication? Et finalement, quelle est sa promesse? Quelle est sa promesse unique? Et la démarche de personal branding, c'est un peu de se dire, si vous-même, vous deveniez votre marque préférée, quels seraient donc les ingrédients du succès que vous pourriez associer à votre marque, selon vous? Alors, quelle serait la particularité, les traits saillants de votre histoire? Quel est particulièrement votre savoir-faire? Les valeurs auxquelles vous vous attachez? Votre rêve? Quels sont les talents, les points forts que vous pourriez revendiquer dans l'histoire de votre marque? Votre vocation, votre cible? Quelles sont les personnes qui vous intéressent tout particulièrement quand vous créez votre entreprise, par exemple? Et puis, quel est le style de communication qui vous plaît? Un style humoristique, un style affirmé, on y reviendra aussi. Et finalement, ce qui est intéressant quand on parle de son personal branding, c'est de s'interroger sur la promesse, l'engagement qu'on va tenir auprès des publics auxquels on va pouvoir s'adresser. Alors finalement, c'est quoi une marque? Voilà la proposition que je vous propose, qui est tout à fait discutable. D'ailleurs, on pourra en parler si vous voulez à la fin. Mais en tout cas, une marque, c'est la promesse unique d'une valeur ajoutée. Voilà comment on peut définir une marque. Alors comment, quand il s'agit de sa propre personne, comment on travaille à sa marque personnelle? Eh bien, on commence à se reposer la question de qui suis-je vraiment aujourd'hui dans mon projet? Qui suis-je exactement? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme valeur ajoutée, comme promesse? Alors, il y a plusieurs manières, évidemment, de s'interroger sur le fameux « qui suis-je » vraiment. Il y a plusieurs techniques pour j'allais dire, se repositionner sur ce qu'on veut vraiment. Et c'est là le point de mon atelier aujourd'hui. Il y a une technique qui s'appelle vraiment ce personal branding, qui a été inventée
dans les années 90 par les Américains. Souvent, c'est eux qui sont à l'initiative de ces grandes démarches de développement personnel. Et c'est une démarche qui s'appuie sur 3 grandes étapes et qui positionne la personne au cœur de cette étape. Donc là, vous voyez cette démarche de 3 étapes. Une première étape d'extraction, on va revenir bien sûr en français après, une première étape d'expression de sa marque et une troisième étape de rayonnement de sa marque. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que cette démarche a été un peu modélisée par un peu le gourou du personal branding qui s'appelle William Arruda. Et si vous voulez creuser cette question, n'hésitez pas à aller voir les nombreuses publications de William Arruda sur son site internet ou ailleurs. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup et qui a mis en place cette stratégie et ce parcours en 3 étapes. Alors, en effet, cette étape, elle vous met au cœur du dispositif, la personne, vous. Ensuite, l'étape importante sur laquelle on va travailler quand on veut vraiment aller dans le fond d'un parcours de personal branding, c'est vraiment un parcours. Il y a cette démarche d'extraction de sa marque, c'est-à-dire qu'on va s'interroger ou se réinterroger sur ce qui fait ma proposition unique. Moi, en tant que coach, par exemple, quand j'ai créé ma marque de coach, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de proposer particulièrement aux personnes que je vais accompagner? Est-ce que j'ai envie d'être dans une démarche généraliste ou est-ce que j'ai envie d'être dans une démarche plus particulière qui me tient à cœur? Donc là, c'est vraiment la question à vous poser sur ce qui fait votre proposition singulière, différenciante. Et donc, on va voir quels outils on utilise pour travailler sur cette phase d'extraction. Ensuite, nous avons la deuxième étape qui est celle de l'expression de sa marque. Une fois que nous sommes clairs sur ce qu'on veut vraiment créer, comment on va communiquer cette proposition unique auprès de ses cibles, auprès des audiences, des populations qui nous intéressent tout particulièrement. Donc là aussi, on va voir dans cette étape numéro 2, on a tout un tas d'outils qui existent pour pouvoir au mieux adapter sa communication de marque. Et puis, dans l'étape numéro 3, on va là décider de la manière dont on va faire rayonner sa marque. Comment, dans quel environnement, dans quelle association professionnelle, dans quels réseaux sociaux, on va décider de faire animer sa marque. Ici, dans cet atelier d'1 heure et demie, malheureusement, nous ne pourrons pas aller dans le détail de toutes ces étapes, mais l'objectif ici, c'est plus de vous sensibiliser à l'intérêt que ça peut avoir pour vous donner, j'espère, ensuite l'envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, revenons un peu sur la première étape de ce parcours d'émergence de sa marque personnelle sur l'extraction de sa marque. Alors, vous voyez, quand on parle d'extraction, c'est un petit peu comme, j'aime bien utiliser cette image du diamant brut. On a un diamant brut quand on est dans l'extraction, mais avant que le diamant puisse vraiment donner toute sa luminosité, son côté étincelant, il va falloir passer par des étapes d'affinage, voilà. Et c'est pareil avec votre marque personnelle. On va aller de l'extraction brute jusqu'à un rayonnement étincelant et qui va faire vraiment que votre marque va briller. Alors, les questions à se poser quand on parle de l'extraction de sa marque, c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu inviter ses VIP. Alors, dans les VIP, quels sont ces points de VIP? D'abord, il y a le V de vision. Et puis, il y a le V de valeur. Et ensuite, il va y avoir le P de purpose en anglais, ou plutôt mission si on le traduit en français. Et tout ce qui concerne la dimension de vos passions. Alors, comment, en fait, on se pose ces questions, ou une fois de plus, comment on se repose ces questions? Parce que je suppose que dans l'étape où vous êtes dans la création de votre projet d'entreprise, toutes ces questions, vous les êtes posées à un moment donné. Mais peut-être qu'elles ont été enfouies ou peut-être qu'elles mériteraient d'être remises au bout du jour ou d'être remises dans un point vraiment important de votre actualité. Alors, la vision,
ça va être de se poser cette question du monde idéal, c'est-à-dire ma vision à moi dans un monde idéal, ça serait quoi? Ce monde qui me fait rêver, c'est un monde où il se passe quoi? C'est un monde qui crée quoi? Donc voilà, ça sera la première question à se poser. Quelle est finalement la vision dans laquelle j'ai envie de m'inscrire? Ensuite, la mission, c'est la réponse à cette question qui est du rôle que j'ai envie d'avoir pour transformer ce monde, pour contribuer à ce monde idéal. Quel rôle j'ai envie de jouer? Quelle va être ma mission? Les valeurs. Ici, la réponse que j'apporterai à mon questionnement sera: quelle est la manière, quelle est l'attitude, quelles sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie de jouer ce rôle, avec lesquelles ma mission a vraiment du sens? Et ce qui va aussi me permettre certainement de me distinguer peut-être de mes concurrents. Qu'est-ce qui me tient particulièrement à cœur dans la manière dont je vais mener ma mission? Et enfin, la dimension de la passion, c'est la réponse à la question: quel est le niveau d'énergie que j'ai envie de déployer pour réaliser mon projet? Quelle est finalement cette énergie qui me donne des ailes, cette énergie qui me donne envie de me lever le matin? Où est-ce qu'elle se situe? Et quelle est la passion qui s'anime à ce moment-là? Alors j'entends souvent des gens qui me disent: oui, mais moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de passionné, ou voilà. Alors il faut pas forcément s'interdire d'utiliser ce terme de passion pour soi-même, même s'il y a des moments où on pense qu'elle est un petit peu en berne, cette passion. Parce que assez vite, quand on va chercher son énergie, quand on reconvoque son énergie, qui est certainement une énergie que vous avez toutes ici, puisque vous êtes toutes dans cet atelier, ça veut dire que quelque chose vous passionne, quelque chose vous donne envie de vous défoncer quelque part. Et donc, c'est ce niveau de passion qu'il faut toujours reconvoquer, qu'il faut toujours avoir à portée de main pour pouvoir trouver aussi le courage dans des moments un petit peu plus compliqués. Et parce que c'est ça, c'est ce moteur-là qui sera toujours là pour vous permettre d'aller au bout de votre projet. Alors, un point sur les valeurs, parce que là aussi, j'entends souvent: oui, mais moi, les valeurs, je ne sais pas trop, et puis je me reconnais dans beaucoup de valeurs. Bien sûr, heureusement qu'on se reconnaît dans beaucoup de valeurs, celles que vous voyez ici à l'écran sur la générosité, l'intelligence, l'innovation, la joie de vivre. Oui, bien sûr, on a envie d'avoir toutes ces valeurs à portée de main, mais on s'aperçoit que finalement, si on peut en sélectionner une ou deux, et ça serait l'exercice que je vous proposerais si j'étais en one-to-one avec vous, enfin en face à face, dans un atelier de coaching individuel, je vous demanderai de choisir 2 valeurs, en fait, parmi toutes celles-ci. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir être différent, et surtout cette importance, ce ciment qui vous permet vraiment d'être vous-même. C'est-à-dire que souvent, quand ces valeurs-là ne s'expriment pas dans votre vie au quotidien, ces 2 valeurs clés pour vous, elles vous mettent vraiment dans l'embarras, elles vous mettent vraiment dans… elles vous déstabilisent si elles ne sont pas là. Donc, c'est important de les convoquer, de savoir quelles sont celles qui vous animent véritablement. Est-ce que c'est le besoin d'indépendance? Est-ce que c'est la dimension de l'humour, de la joie de vivre? Est-ce que c'est l'harmonie? Est-ce que c'est au contraire le besoin d'être avec les autres? Enfin, choisissez les 2 qui sont vraiment importantes pour vous. Et puis, dans la dimension de… toujours, hein, on est dans cette partie extraction de marque. C'est important de pouvoir aller chercher du feedback, aller demander aux gens de votre entourage proche, ce qu'ils pensent véritablement de vous, ou ce qu'ils sentent intéressant dans le projet que vous voulez mettre en marche. Aller chercher du feedback, c'est aussi vérifier que son projet est
être bien en phase avec une demande environnante. Et puis aussi, dans cette démarche d'extraction de sa marque, c'est d'aller aussi reconvoquer, rechercher ce qui constitue vos points forts. Et les points forts, c'est souvent, malheureusement, des sujets que l'on néglige un petit peu. On se dit, oui, ben ça, je sais que je sais très bien faire ça, donc bon, ce n'est pas la peine d'y passer plus de temps. Et on passe plus de temps à aller chercher à améliorer ses points faibles. Or, malheureusement, quand on a des points faibles, c'est rare qu'ils deviennent des points forts un jour. On peut bien sûr s'améliorer sur certains points faibles, mais il est plus intéressant, et je vous encourage vraiment à plutôt développer ces points forts. C'est-à-dire de faire de vos points forts des traits saillants de votre singularité et d'aller même aller jusqu'à les développer encore un peu plus pour que vous deveniez vraiment des virtuoses de vos points forts. Parce que c'est là-dessus que vous pourrez vous appuyer pour réussir votre projet. Je vous recommande un livre qui est très bien. J'ai plus la première page à l'écran, mais ça s'appelle « Découvrez vos points forts » tout simplement. Et c'est édité chez Gallup Organization. Et si vous allez dans ce bouquin, vous avez la possibilité de remplir un petit questionnaire et de découvrir ou redécouvrir vos points forts. Et c'est important de pouvoir s'appuyer dessus. Alors, une fois un petit peu, c'est cette slide, vous voyez, qui est tellement sophistiquée en termes d'animation, mais qui vous montre tout simplement que votre projet professionnel découlera beaucoup de tout ce qui constitue l'extraction de votre marque, votre histoire, votre vision, vos points forts, vos passions, vos talents. Et c'est ça ce qui, en fait, permet de créer cet élixir de marque sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, c'était la première partie sur l'extraction de sa marque. La deuxième partie, c'est l'expression de sa marque. Donc, c'est un petit peu, voilà, la forme, on dit souvent, c'est pas de moi, c'est de Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est qu'est-ce que vous aimez faire remonter à la surface. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, vous voyez, de soubassement de la base, travailler sur votre vision, travailler sur vos valeurs, sur votre projet, votre mission dans ce monde idéal sur lequel vous vous êtes réinterrogé, l'énergie que vous allez mettre dans ce projet-là. Une fois que ce travail de base est bien réalisé, alors votre marque peut devenir publique. C'est à ce moment-là seulement que votre marque peut s'exprimer. Si vous n'avez pas fait le travail en profondeur de base, vous allez vous retrouver dans des situations très courantes où on se dit « Ah là, mais je ne sais pas quoi dire sur mon projet, et puis je ne suis pas sûre que ce que je dise soit vraiment bien entendu. » C'est parce que vous serez fragilisé parce que le travail de base n'aura pas été fait. Donc, c'est important pour ça. Et donc, quand vous êtes suffisamment solide sur votre travail de base, votre marque peut alors devenir publique et vous pouvez travailler sur les différents outils de communication sur lesquels j'espère qu'on pourra passer un peu de temps, et notamment celui de l'écriture de sa propre bio. Et dans la partie exude en anglais, en français, on dit rayonner ou étendre ou émanciper. Ici, c'est, comme je disais en préambule, c'est l'environnement dans lequel vous allez décider de faire animer votre marque. Quand on crée un projet d'entreprise, on a un travail très important pour faire connaître sa marque, évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir des outils de com les plus parfaits. Si vous ne les utilisez pas, si vous ne prenez pas du temps pour aller parler de votre projet, malheureusement, ça restera un petit peu sur votre bureau et ce ne sera pas entendu. Donc là, c'est un peu tout le travail d'évangélisation de votre marque. C'est un peu le moment où on prend son bâton de pèlerin et on va raconter. Mais l'idée, c'est justement de ne pas raconter forcément n'importe où, parce qu'on pourrait perdre du temps inutilement, perdre de l'énergie inutilement. Donc, il faut vraiment bien cibler les moments, les endroits, les personnes, les réseaux, les groupes de lobbying dans lesquels on va choisir d'aller projeter sa marque.
et donc de raconter l'histoire de sa marque, hein, puisque le personal branding, c'est vraiment une question beaucoup de communication, d'expression. Et c'est de pouvoir se dire quelle est l'histoire que je vais aller raconter quand je vais rencontrer un patron d'entreprise, une banque si je vais rechercher un financement, un partenaire pour co-créer ensemble, etc. Donc, quelle histoire je vais raconter? Il y a 3 mots-clés que j'aime bien utiliser quand je pense à une histoire susceptible d'avoir du succès, d'être réussie. C'est la dimension de la séduction, le fait de démontrer quelque chose de vraiment concret, puissant, et puis d'émouvoir. Donc, quand on pense à sa marque personnelle, quand on pense à raconter sa marque personnelle, il faut avoir ces 3 mots-clés en tête, à mon avis, pour pouvoir toucher ses interlocuteurs et pouvoir leur donner envie de vous suivre dans votre projet. Soit parce que vous allez conquérir un nouveau client, soit pour conquérir un nouveau marché. Quelle histoire vous allez raconter dans votre projet? Je vérifie mon timing. Donc là, on est bien. Je pense qu'on est bien. Donc, l'un des outils que j'aime bien partager quand on travaille sur une marque personnelle, c'est la bio. Parce que c'est souvent un outil dont on a besoin quand il s'agit de se présenter, quand il s'agit de présenter son projet. Et puis, c'est un outil de communication qui peut être utile pour plein d'occasions, dans des moments d'expression à l'oral, dans des moments d'expression à l'écrit. Et quand je pose la question à des personnes comme vous en création d'entreprise, je pose la question, je dis, est-ce que vous avez une bio qui vous présente, qui présente votre projet? Et alors là, souvent, on me dit, alors soit deux choses, soit on me dit, non, j'ai pas de bio, mais j'ai un CV, ou on me dit, bah non, justement, deuxième cas de figure, non, j'ai pas de présentation de mon projet parce que j'en suis qu'au début, donc j'ai pas de présentation de projet. Donc là, c'est vraiment justement les deux écueils à éviter. Premièrement, sortir son CV, bon, même si avec tout le respect qu'on peut avoir sur son parcours d'étudiante, etc., c'est très bien, mais voilà, à peu près 45, 50 ans, quand on est dans la démarche de création de sa boîte, on a moins besoin d'un CV que d'une véritable bio impactante sur soi et sur son projet. Et puis, à la question, à l'écueil, je n'ai pas de présentation de ma bio ou de mon projet parce que j'en suis qu'au début, donc je n'ai rien à dire. Alors là, c'est effectivement, là aussi, un écueil à éviter, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas parce que vous êtes au début de votre projet que vous n'avez rien à dire, au contraire. Au contraire. Et c'est là où votre marque personnelle va apporter toute la saveur à votre storytelling. Vous allez me dire comment on va faire ça. Donc, on va le faire simplement en répondant à 3 questions. Mais avant ça, rappelez-vous toujours que bio, il y a 3 lettres, B-I-O. Donc, le B de bref, ça veut dire par là que votre bio doit être courte, synthétique. Il ne s'agit pas de raconter un roman à ce stade. Le I de identitaire, votre bio doit parler de vous et de personne d'autre, de votre identité. Et enfin, le O d'originalité, votre bio doit mettre tout particulièrement en lumière ce qui fait votre originalité, ce qui fait que vous êtes différente des autres, ce qui fait que vous êtes vous-même unique. Donc, dans cet exercice d'écriture de sa bio, qui, pour toutes celles qui voudraient réécrire celle que vous avez déjà, parce qu'elle est peut-être plus à jour, ou pour celles qui voudraient s'initier à l'écrire maintenant, sachez que ce n'est pas forcément un exercice qui se fait en une fois. C'est normal, on part d'une page blanche et on peut un petit peu hésiter au départ quand on écrit sa bio. C'est normal, ça fait partie de la difficulté d'écrire une bio. C'est toujours, vous savez, on dit souvent les choses qui paraissent les plus simples après dans la façon dont on raconte,
On a l'impression qu'on n'a pas passé de temps dessus, qu'on n'a pas travaillé dessus. Or, c'est le contraire. Ça peut rendre quelque chose de simple. Il faut souvent passer par des moments compliqués, en gros. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du travail sur soi qui est intéressant. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayez de vous dire, je prends, allez, je me fixe jusqu'à la fin du mois de novembre, encore un peu de temps, pour avoir une belle bio. Et ce qui est aussi l'intérêt d'avoir une bio, c'est que c'est comme tous les outils. Quand on a un bon outil, on l'utilise. Et quand on n'a pas d'outil, ben, on ne fait pas, ou on procrastine, ou on reporte. Mais quand on a un bon outil, ben, on a envie de l'utiliser. Alors, pour écrire votre bio, donc le premier outil de communication qui va servir votre personal branding, votre marque personnelle, il va s'agir de répondre à 3 questions. La première question est « Qu'est-ce que je fais ?» Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est-à-dire dans l'étape où je suis aujourd'hui, dans l'activité où je suis aujourd'hui, quelle est la nature même de mon activité? On va revenir dessus. Hein. La deuxième question à se poser, c'est cette activité, comment je la mène? Comment je fais? Et on va voir ici qu'on va justement utiliser les valeurs sur lesquelles on s'appuie pour professionnaliser sa méthodologie. Et enfin, la troisième question, c'est pourquoi je le fais? Alors, pourquoi, ça peut s'écrire en un seul mot, mais ici, c'est plutôt dans quel but je le fais. C'est la question qui dit quel sens je donne à cette démarche, à l'activité même que je vais mettre en place à partir de maintenant. Alors, dans le comment je le fais, quelle est la nature de mon activité? Je vous inviterai à choisir un verbe d'action très, très concret. Alors là, je me suis amusée à vous mettre une liste de mots, de verbes, d'actions qui existent. C'est pour vous montrer la richesse du vocabulaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser tout ça. Mais si vous deviez prendre 2 mots pour résumer votre activité, ça serait lesquels? Est-ce que c'est promouvoir? Est-ce que c'est organiser? Est-ce que c'est communiquer? Est-ce que c'est conduire, convaincre, inspirer, mobiliser, amplifier? Et probablement que le mot qui vous va bien n'est pas dans cette liste, car elle n'est pas exhaustive. Quel est le mot? Moi, évidemment, par exemple, pour mon accompagnement de coaching, le mot-clé de mon activité, la réponse à la question « qu'est-ce que je fais ?» c'est d'accompagner des personnes, etc. Donc, quel est le mot-clé que vous auriez envie de garder pour vraiment décrire votre activité? Et vous voyez que là, on ne va pas parler de… Vous allez parler de vous, bien sûr, dans votre bio, mais pour éviter de parler de soi dans une dimension floue ou alors qui serait trop personnelle dans un premier temps ou qui pourrait vous mettre mal à l'aise, eh bien non, justement, on va parler de… Vous allez vous attribuer un verbe d'action. Donc, vous allez parler de vous, bien sûr, mais surtout de ce qui vous anime et donc de votre activité. Et dans la deuxième question, comment je fais ça? Donc, si votre terme, votre verbe, c'est accompagner, par exemple, comment je fais ça? Eh bien, je vais m'appuyer sur des valeurs. Je vais m'appuyer sur un style professionnel. Je vais m'appuyer sur un style relationnel. Qu'est-ce qui va faire ma différence et sur quelles valeurs je m'appuie? Donc, la réponse à la question numéro 2 sera « je m'appuie, je m'inspire ». Voilà, tout ce qui va vous permettre de vous distinguer dans votre approche différenciante de la manière dont vous aimez travailler, la manière dont vous aimez, dont vous souhaitez conduire votre activité. Et c'est dans cette d'ailleurs partie-là que vous pourrez être amené à parler de votre expérience professionnelle. Vous pouvez très bien dans cette partie-là dire
parce que quand je vous disais au début qu'il faut oublier votre CV, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier toute votre vie passée, bien au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la forme, un CV, aujourd'hui, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et en revanche, dans cette question numéro 2, vous allez bien sûr mettre toute la richesse de votre parcours. Donc, je m'appuie sur une expérience de 20 ans de spécialiste dans la communication. Si je parle de mon cas, non pas pour parler de moi, mais juste à titre d'exemple, je m'appuie sur 20 ans d'expérience, je m'appuie sur je ne sais pas quoi. Et là aussi, vous allez pouvoir, si c'est important pour vous, parler d'un diplôme, d'une certification, de quelque chose qui va crédibiliser votre démarche. Et enfin, dans la question numéro 3, pourquoi je le fais? Ici, c'est répondre à cette question du sens. Répondre à la question de votre ambition. Ici, votre phrase pourra commencer par j'ambitionne, j'envisage avec ce projet d'aller plus loin. Excusez-moi, j'ai oublié de me mettre sur silence. Le sens de mon activité ici cette activité répond à ma recherche de sens, à mon besoin, à mon envie d'aller plus loin. Voilà, c'est vraiment la dimension large de la nature de votre activité. C'est presque la question philosophique, voire spirituelle, de l'intérêt que vous avez à créer cette activité. Quel est finalement le but final que vous recherchez avec cette activité? Le sens profond de votre activité. Donc, une bonne bio, c'est un paragraphe qui n'est pas très long. C'est un paragraphe d'une dizaine de lignes où vous allez répondre à ces 3 questions et vous aurez peut-être 2-3 lignes par question. Et quand vous allez vous entraîner à écrire votre bio, je vous encourage là aussi à écrire, décidément, à écrire à la 3e personne, c'est-à-dire à dire par exemple Nathalie, Christine, accompagne des personnes en difficulté. Pour cela, elle s'appuie sur plusieurs années d'accompagnement dans des domaines très particuliers, etc., etc. Pourquoi écrire à la 3e personne? Ça permet 2 choses. Ça permet d'abord une distance psychologique avec soi-même, et c'est parfois plus facile pour parler de soi. Et puis aussi, ça vous permet d'avoir un document que vous allez pouvoir après envoyer à des gens qui vous demanderont votre bio pour vous inscrire à un séminaire, pour vous inscrire à je ne sais pas quel événement particulier. On va vous demander votre bio et vous aurez votre photo, le paragraphe qui parle de vous à la 3e personne, et parce qu'on ne parle pas forcément d'une bio toujours à la 1re personne, parfois elle a besoin d'être envoyée, et donc ça va vous permettre d'avoir un document très, très utile et très facile à utiliser à l'extérieur. Alors, je vous ai donné juste… Oui. Oui. Est-ce que je peux te remonter juste 2 questions tant qu'on est sur la bio? Il y a une question de quelqu'un qui crée un projet à plusieurs associés. Donc, elle demande s'il faut une bio commune du projet ou si c'est 4 bios différentes en fonction de la personne qui s'exprime. C'est une très bonne question. Alors, bon, j'allais me dire que… Bon, après, je pourrais peut-être avoir la personne plus particulièrement pour voir, mais si le projet est vraiment collectif, si c'est vraiment justement la force de ce projet, s'il est collectif, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux une bio à 3, donc collective, mais qui pourra vraiment montrer justement la force de ce trio, si c'est un trio. Parce que c'est ce trio, ce collectif qui va créer quelque chose de très différent des autres. Donc, oui, j'aurais
j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux une seule bio. Ce qui n'empêche pas après sur un site internet, par exemple, si la bio arrive en introduction d'un site internet, après, ça n'empêche pas d'avoir un portrait particulier sur les 3 fondateurs du projet. Voilà, pour voir un petit peu plus qui sont ces 3 personnes qui ont animé ce projet. Et je trouve très intéressant d'avoir une bio collective. Alors, je prends… Pardon ? Merci. Et juste, je reprécise parce qu'il y a des questions là-dessus, que quand tu parles de bio, tu parles d'une bio écrite. Parce que plusieurs personnes disent, je ne me vois pas parler de moi à la 3e personne. Ce n'est pas pour parler, on est d'accord, c'est pour l'écrire. Oui, alors, donc, il faut comment… Oui, c'est pour l'écrire, parce que il faut d'abord l'écrire pour pouvoir après décider de l'utiliser à bon escient. Donc, il faut l'écrire. Si vous préférez l'écrire à la première personne, il n'y a aucun problème. On peut le faire aussi parce qu'évidemment, quand vous allez exprimer votre bio à l'oral, vous allez pas faire comme Alain Delon, parler à la 3e personne, vous allez bien parler de vous. Mais parfois, c'est plus facile de commencer comme ça pour créer la distance et puis pour finalement s'amuser aussi à voir, si on parlait de soi à l'extérieur, si on parlait de l'autre soi, de l'autre personne, quand on se regarde un petit peu de l'extérieur, mais finalement, on a plus d'objectivité pour parler de soi aussi et pour mettre les bons arguments qui vont constituer sa bio. Donc oui, évidemment, c'est au moment de son utilisation à l'oral, vous parlerez à la première personne, vous direz… voilà. Et donc, ici, c'est un exemple de Nathalie avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années et qui vous montre un petit peu comment on peut articuler une bio. Il y a plein de façons de le faire. Donc, Nathalie est une experte du monde de la mode et du lifestyle, aiguisée au métier des achats et du retail dans l'univers international du luxe depuis 25 ans. Elle choisit de devenir en 2017 Fashion Luxury Curator. Sa mission est de révéler des talents prometteurs, sublimer des créations innovantes, déployer l'attractivité d'une marque. Voilà, ça c'est comme ça qu'elle a eu envie de répondre à sa première question, quelle est la nature même de mon activité? Qu'est-ce que je fais? Et donc elle, on voit bien ici, son verbe clé, c'est révéler des talents prometteurs. Si on devait garder un seul truc, c'est elle, son ADN vraiment de la nature de son activité, c'est de révéler des talents. Ensuite, réponse à la question numéro 2, comment je m'y prends? Donc là, vous voyez, elle s'appuie sur ses points forts, parce qu'on lui avait demandé de vraiment créer cet appui sur ses points forts. Intuitive, agile, créative, elle suit chaque porteur de projet dans l'élaboration d'une stratégie de développement. Elle s'appuie pour cela sur la force de son réseau qu'elle anime au quotidien et sur sa capacité à créer des bonnes connexions. Son style d'accompagnement, ça c'est important de pouvoir parler de votre style de leadership, style d'accompagnement, style de quelque chose parce que ça porte vraiment vos valeurs. Son style d'accompagnement est guidé par les valeurs qui lui sont chères, la curiosité de la découverte et le goût de créer des relations de confiance. Ça, c'était vraiment des points clés chez elle qui ressortaient tout le temps dans le travail individuel qu'on a fait ensemble pour écrire sa bio, la relation de confiance et la découverte, la curiosité. Et puis, répondre à cette question numéro 3, pourquoi je fais ça finalement? Quel est le but final, le but ultime? Toujours compliqué de répondre à cette 3e question, c'est que finalement, son ambition à elle, c'était de redonner de l'art à l'artisanat en réconciliant la noblesse de la matière, la beauté du geste, la tradition d'un savoir-faire sans cesse réinventé, donc le tout s'inscrivant dans l'innovation et l'air du temps. Donc voilà, ça c'est un exemple. Nathalie m'autorise toujours à donner son exemple parce qu'aujourd'hui, elle a, après avoir été accompagnée par Force Femmes, justement, elle fait partie de ces nombreuses personnes accompagnées justement par les rencontres. Et elle continue de son projet. Donc, c'était maintenant il y a 3 ans. Voilà, c'est un exemple. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça, mais c'est un exemple qui illustre la manière dont on peut écrire sa bio. Et je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Agathe, mais c'est une manière assez concrète, valorisante de parler de son projet. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore concrétisé son projet, qu'on n'a pas encore forcément tous ses clients, qu'on ne peut pas déjà être dans une ambition de montrer où on veut aller. Alors, j'arrive plus à passer sur ma slide suivante.
Je ne sais pas pourquoi. Bon. Est-ce que... Non. Alors, je vais faire échappe peut-être, Agathe, pour... ou stop share, peut-être. Je vais peut-être arrêter de partager pour revenir sur mon partage. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas passer à la slide d'après. Alors... On va recommencer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Je ne vais peut-être pas passer en plein écran. Si, c'est bon. Voilà. Donc, ben voilà, ça, ma bio, je me lance, ça veut dire un petit peu, bon, vous pouvez commencer à travailler dessus. Ce qu'on a décidé avec Agathe, c'est de pouvoir vous envoyer, en fait, à l'issue de cet atelier, un peu la structure de ce que je viens de vous donner, parce que c'est normal que vous ayez peut-être un peu besoin de temps pour pouvoir regarder ça de plus près. Donc, ce petit document avec sur la droite les 3 questions vous sera envoyé à la fin. Et puis, si vous avez envie de nous envoyer vos bios pour qu'on puisse vous donner quelques petits conseils, je serai ravie de pouvoir le faire. Aussi, ce qu'on va vous donner, c'est un petit récap aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de slides qui sont passés, donc un petit récap de ce que constituent ces 3 étapes du personal branding, pour là aussi vous redonner l'essentiel des questions à se poser quand on veut créer sa marque personnelle. Et puis aussi au verso de ce document, 3 actions, par exemple, 3 actions, 3 engagements que vous auriez envie de mettre en place pour vous lancer dans votre marque personnelle. Qui pourrait vous mettre vraiment dans cette envie d'aller parler de votre projet, d'aller oser parler de votre projet, même s'il est encore en construction, mais en lui donnant vraiment une dimension j'allais dire, une dimension vraiment de construction. C'est-à-dire que j'ai remarqué souvent que quand on a une envie, quand on a un projet, mais qu'on n'est pas sûr de comment on va le mener, on s'interdit d'en parler, on s'interdit de... on n'ose pas parce qu'on se dit « j'ai pas suffisamment d'armes pour y aller », mais si vous parlez de votre ambition, si vous parlez de votre vision, de la mission que vous avez envie de mettre en place, vous allez en fait rencontrer des gens qui vont certainement vous donner des indications, qui vont vous aider, que vous allez aussi inspirer finalement. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir aussi construire votre projet de création d'entreprise, parce que c'est rarement en restant en fait tout seul dans son bureau. Alors même en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est tous confinés, mais il ne faut pas hésiter à aller demander du feedback, comme je vous disais, à aller parler de votre projet aux gens, à demander selon eux ce qui peut vous manquer pour que ce soit un peu plus abouti. Mais honnêtement, je vous assure qu'en répondant à ces 3 questions, quelle est la nature de mon activité aujourd'hui? Comment j'ai envie de le faire? Et finalement, quel sens j'ai envie de donner à cette activité? Si déjà vous arrivez à écrire ces 3 choses-là, vous êtes déjà dans une dimension de leadership par rapport à votre projet. Vous êtes déjà en train de lui donner une forme. Vous êtes déjà en train de lui donner une existence. C'est magique en fait. C'est incroyable de voir que à quel point la communication de votre projet va vous aider à lui donner une concrétisation. C'est-à-dire que c'est parce que vous communiquez sur votre projet qu'il commence à exister. Et sinon, il reste à l'état d'idée. Mais quand même, ça demande un peu de structuration, c'est ça ce que je veux dire. C'est vrai que c'est assez, comment dire, si vous allez voir quelqu'un en disant
bah, j'ai un projet, mais je ne sais pas trop, tu vois, je ne sais pas trop où je vais avec, puis bon, je ne suis pas sûre de… Bon, évidemment, vous n'allez pas conquérir l'adhésion. Mais en revanche, vraiment, si vous dites, bon, bah, j'ai mon projet c'est ça, l'activité c'est ça, voilà, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais pour le moment, j'ai déjà vraiment défini ce qui est important pour moi. Deuxièmement, voilà comment je veux travailler, sur quoi je veux m'appuyer, quel partenariat je veux nouer, qu'est-ce que je vais mettre en avant dans mon parcours, etc. Et puis, c'est important pour moi d'aller au bout de ce projet parce que tu vois, ça porte vraiment ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, d'accompagner les autres, d'aider des jeunes adultes à leur émancipation professionnelle, enfin, quel que soit le but final de votre activité. Et quand vous allez le présenter comme ça, ça va avoir un effet un peu waouh parce que les gens autour de vous vont se dire, ah oui, donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant, d'énergique, de dynamique dans la manière dont ton projet était présenté. Tiens, ça me donne envie de te faire rencontrer telle personne. Tiens, tu devrais peut-être t'adresser à telle personne. Si le projet est trop flou dans l'expression, il va pas franchir une étape importante. Voilà. Donc ça, moi, ce que je vous dis là, je vous oblige en rien, c'est ma conviction la plus profonde. Et c'est pour ça que j'adore ce coaching. J'adore coacher. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Je vous dis, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que je porte une conviction. Et cette conviction, si je devais répondre, moi, aux 3 questions sur pourquoi ça me plaît d'accompagner en coaching, c'est parce que je sens quand j'anime un atelier comme ça, je sens que ça nourrit en moi cette envie d'apporter ma pierre à l'édifice au fait d'apporter du rayonnement à des personnes que j'accompagne. Parce que quand une personne comme Nathalie vient me voir plusieurs années après en me disant, quelque part, c'est un petit peu grâce à toi où j'ai réussi à aller vers ce projet et que je vois que ça marche, ça m'apporte du bonheur. Voilà. Donc, en fait, il est 10h25. Moi, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais je me rends compte que j'ai passé tous les sujets sur lesquels j'ai tout ce parcours de personal branding un petit peu vaste, mais du coup, Agathe, si tu veux, on peut prendre les questions et rentrer peut-être un peu plus dans le détail de chacune des étapes si besoin. Oui, volontiers, Clarisse. Alors, il y a eu plusieurs questions, notamment une dès le départ, quand tu as évoqué cette notion de marque. Quelqu'un a demandé si on parle de marque pour tout type d'activité et notamment si on a une activité dans le B2B. Est-ce qu'on évoque quand même cette notion de marque? Oui, absolument. En fait, la marque est… Et c'est comme si, une marque, c'est comme si vous donniez… si vous n'aviez pas de marque, c'est comme si vous parliez de quelqu'un qui n'a pas de prénom. Donc, la marque, c'est celle qui… Pensez à cette dimension de marque de fabrique. C'est celle qui identifie tout de suite qui vous êtes, en fait. C'est ce qui identifie tout de suite votre projet. Donc, attends, redis-moi la question. C'était cette notion de marque s'applique-t-elle à tout type d'activité et notamment les activités en B2B? Oui, absolument. En B2B, c'est en B2B aussi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de concurrence dans tous les domaines que donner un nom, donner une marque à une activité, qu'elle soit B2C ou B2B, va lui donner une existence, en fait, va lui créer une reconnaissance aussi par les pairs. Donc, c'est pas banal, c'est pas anodin. C'est pour ça que moi, je demande souvent à la personne que j'accompagne en coaching, même si c'est au début d'un projet, de lui donner un nom, de lui donner une existence visuelle même. Hein, si c'était une image, quelle image ça serait? Si c'était un nom, quel nom ce serait? Regardez, toutes les marques existent, et quelles que soient les marques, hein, on ne parle pas forcément de grosses marques, hein, on parle de petites marques émergentes, elles ont toutes un nom, elles ont toutes besoin d'une reconnaissance d'existence. Donc oui, cette démarche de branding vaut pour toutes les activités, absolument. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'existence. C'est comme si vous donniez naissance à un bébé sans le nommer. Merci. Il y avait d'autres questions aussi, c'est revenu plusieurs fois, la différence que tu fais entre sa bio et son pitch. Est-ce que l'un alimente l'autre? Comment tu les articules l'un avec l'autre? Ouais.
Alors, donc, il existe plein d'outils de communication. La bio, le pitch, aussi un atelier qui s'appelle Storybox. Il y a énormément de choses. Quand j'ai animé l'atelier sur la CNV, il y a aussi cette démarche de communication non violente avec les 4 étapes qui constitue aussi un document de communication, d'expression. Donc, la différence et le choix qu'on va faire d'utiliser une bio ou un pitch, ça va être vraiment les circonstances. Et ça va être l'objectif que je me donne. Voilà. Quel objectif je me donne avec un pitch, quel objectif je me donne avec ma bio. Tout exercice de communication doit avoir un objectif. Sinon, c'est lettre morte en fait. Quand vous écrivez votre bio, une fois que vous aurez votre bio, ce sera à vous de vous dire un petit peu dans, vous savez, cette étape qu'on a vue de 3e étape de rayonnement. OK, maintenant j'ai ma bio. J'ai un super document, qu'est-ce que j'en fais? Donc, quel est l'objectif que je me fixe avec ma bio? Est-ce que c'est juste de présenter en homepage de mon site internet pour rappeler, voilà, à qui les gens ont affaire en découvrant cette activité? Est-ce que j'ai besoin de cette bio pour présenter un projet par exemple, ça peut être la première page d'un document PowerPoint quand vous êtes en présentation, quel que soit le sujet de votre présentation. Ou ça peut être, vous êtes dans un tour de table et on vous demande de vous présenter. Donc, à ce moment-là, votre bio aura pour objectif tout simplement de vous présenter et de présenter, ne pas parler de vous. Il ne s'agit pas de parler de vous comme ça, souvent avec la gêne que ça présente, c'est parler de vous, mais surtout de votre activité. Voilà. Et quand vous parlez de votre bio à l'oral, bien sûr, vous n'allez pas forcément peut-être dire tout. Quand on prend l'exemple de la bio de Nathalie, vous n'allez peut-être pas pouvoir dire tout, mais vous allez pouvoir au moins prendre un point, une phrase des 3 étapes, parce que ça sera important que vous puissiez les utiliser. Donc, un pitch, c'est… Quand on parle de pitch, bon, ça c'est pareil, des structures de pitch, vous pourrez vous en partager plein. Moi, j'en ai beaucoup, j'en ai vu beaucoup. On parle du pitch élévateur, alors se dire qu'est-ce qu'on dit en 2 minutes si on croise quelqu'un d'important dans un ascenseur. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais de croiser quelqu'un dans l'ascenseur et d'arriver à décrocher un rendez-vous, bon, moi, j'y crois pas trop, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est intéressant du pitch, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai à dire de synthétique qui soit impactant. Voilà, et moi, je l'associe plutôt le pitch, je l'associe à un objectif de décrocher quelque chose. Décrocher quelque chose plutôt d'un ordre commercial, par exemple. Dire, en effet, je peux avoir un rendez-vous avec un prospect. Ma bio, elle me servira peut-être au début pour présenter mon activité, qui je suis, mais il y a un moment donné, il faudra peut-être que je passe à une étape plus business. Et là, en effet, mon pitch va peut-être me servir. Bon, alors là, à voir. Là, ça devient plus une démarche vraiment d'obtention d'un décrochage commercial, décrocher un client, décrocher un business. C'est là où je vois un peu la différence de l'utilisation. Mais chaque outil doit remplir un objectif. Voilà. Pour moi, personnellement, je préfère la Storybox au pitch parce que, alors, le pitch, il faut vraiment… ouais, il faut vraiment que ce soit manié avec précaution parce que c'est pas… Je vous dis une fois de plus, j'ai rarement vu d'utilisation de pitch réussie dans une démarche aussi courte de 2 minutes dans un ascenseur. Je ne sais pas si c'est à ça que fait référence la personne qui a posé la question ou à d'autres formes de pitch. On va en parler peut-être après. Je pense que c'était ça, effectivement. Mais oui, en conclusion, tu trouves que la bio est plus un outil de communication, là où le pitch est plus un outil commercial. Oui, enfin, la bio, c'est un outil de présentation. C'est un outil de présentation de son personal branding à travers l'activité que l'on veut mettre en avant. Voilà. C'est
Et la bio, c'est parler de soi autrement. C'est parler de son ADN de marque autrement, à travers l'activité, à travers ses valeurs, à travers finalement qu'est-ce qui constitue la consistance même de sa personne en tant que créatrice d'entreprise, en tant que leader de projet. Donc, c'est une manière de présenter aussi son projet avec la force de sa personne, la force de son identité. Et c'est ce qui réconcilie en fait la présentation de son projet avec la présentation de soi-même. C'est réconcilier les deux en fait. C'est ça l'intérêt de la bio. Et c'est ça l'intérêt plus généralement du personal branding. C'est arrêter de dire j'ai rien à dire sur moi, et c'est dire j'ai des choses à dire qui me concernent. Je ne parle pas de moi, je parle de mon activité, de ce qui me tient à cœur. Je ne parle pas de moi, je parle des valeurs qui me sont chères. Je ne parle pas de moi, je parle de l'ambition, de la nature même, de l'engagement que je veux donner à ma vie sur Terre, finalement, à autant que j'ai à passer sur cette Terre, qu'est-ce que j'ai envie de créer de différent quand je finirai mes vieux jours au coin du feu, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir conserver de ma mission, de ma contribution à ce monde, qu'est-ce que j'aurais envie de garder qui puisse me rendre fière, qui puisse me rendre intéressant, où j'ai envie de raconter des belles histoires. Comment ma personne s'inscrit dans un engagement de vie. Ok, merci. Et tu as évoqué plusieurs fois la Storybox aussi, donc il y a des questions qui demandent Ouais. qu'est-ce que c'est cette Storybox? Alors la Storybox, c'est une technique d'argumentation qui vise à concentrer un message principal au milieu de son argumentaire et qui va s'articuler autour de 3 sous-arguments, 3 idées fortes qui vont venir soutenir ce message principal. Et en fait, toute la délivrance de la Storybox consistera en convaincre sur un point principal et argumenter avec 3 idées pour vraiment constituer une force de frappe et de conviction quand on délivre un message où on veut vraiment avoir de l'impact. Et on prend le temps de dérouler les 3 arguments. Voilà. Mais ça, là, pour le coup, il s'agit vraiment d'un exercice de com qu'on utilise dans une communication avec, en présentiel ou en virtuel, c'est pas ça, mais où on est en confrontation avec une personne ou avec un groupe où on doit convaincre. Voilà, c'est vraiment un outil de conviction et on doit remporter à la fin un peu le morceau. Voilà. Sur la bio, on ne vous demande pas à ce stade-là de convaincre quelqu'un, je veux dire. On vous demande plutôt de vous convaincre vous. De vous convaincre vous dans un premier temps si vous n'êtes pas votre propre meilleur ami, votre propre allié sur votre activité. C'est plus compliqué après pour aller convaincre les autres. C'est parce que vous allez être convaincu de votre bio que vous allez être capable ensuite de pouvoir aussi rencontrer les autres. Vous peut-être vous confrontez à des challenges compliqués, mais c'est votre colonne vertébrale et c'est ce qui crée vraiment le repère et la force de votre projet. Donc une fois de plus, je le répète, c'est très important. En fait, il y a un outil de communication pour chaque objectif de communication que l'on se fixe avec sa marque personnelle. Et d'ailleurs, Agathe, je pense qu'on avait déjà animé un atelier sur la Storybox. Peut-être que ça va faire partie plus tard, pour les prochaines rencontres, de quelque chose qu'on pourra proposer, en effet. Oui, bien sûr. Il y avait une autre question qui était est-ce que la bio a vocation à évoluer? Et par exemple, si on la fait figurer sur son profil LinkedIn, est-ce qu'au fil du temps, justement, on la modifie ou est-ce qu'à l'inverse, le principe de la bio, vu qu'elle parle de nos valeurs et de notre positionnement fort, a pour vocation de ne pas changer?
A priori, alors, elle n'est pas complètement figée parce qu'on peut avoir à un moment donné envie de bouger un mot, etc. Mais en effet, la personne a raison de ce que j'entends intuitivement de ce qu'elle dit, c'est qu'a priori, c'est pour ça que c'est un travail un petit peu long au départ, mais une fois qu'on l'a, on est content parce qu'a priori, elle ne bougera pas tant que ça. En effet, les valeurs sont des valeurs qui nous portent depuis qu'on est tout petit, en fait. C'est la manière dont on a été éduqué, dont on a grandi, qui porte ces valeurs. A priori, la troisième question aussi sur le sens qu'on veut donner à son activité. Quand on crée une activité professionnelle à 45-50 ans, en général, au fond de soi, on sait bien pourquoi on veut faire ça. Et ça, a priori, ça va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie aussi. À la première question, quelle est la nature de mon activité? Est-ce que j'accompagne? Est-ce que je forme des gens? Quelle pourrait être l'activité? Est-ce que je mets en relation? Est-ce que je fabrique des outils et des choses? Ça, la nature même de l'activité, elle peut peut-être un peu évoluer, mais enfin, a priori, justement, plus le travail sera précis à ce moment-là, et donc puissant, costaud, moins vous aurez besoin de revenir sur votre bio. Et plus votre bio est solide, et moins vous aurez à revenir dessus, et plus ça sera un outil phénoménal et génial pour vous, parce que vous n'aurez pas besoin justement de revenir dessus. Voilà, elle sera une base constituante, votre ADN de marque, au moment même où vous vous situez aujourd'hui dans votre création de projet. Donc, a priori, non, elle ne bougera pas beaucoup. Après, ce que je fais moi parfois avec ma bio, c'est que je l'édulcore de temps en temps. Si je me dis que je n'ai pas, voilà, selon aussi mon public, des fois, elle va être plus ou moins sophistiquée, ma bio. En fait, il y a des fois, il y a des mots, vous savez, qui peuvent être un peu plus magiques que d'autres, selon qu'on s'adresse à un public. Donc là, voilà, je vais peut-être un petit peu adapter, mais le fondement même restera identique. Aujourd'hui, mon accompagnement de coaching, qui est spécialisé en communication, il y a de fortes chances pour que ce soit ça qui continue de m'animer dans 5 ans, dans 10 ans. Mes points forts, ça sera ceux-là aussi dans 10 ans. Mes valeurs, ça sera les mêmes dans 10 ans. Et le sens que je veux donner à ma vie, ça sera probablement le même dans 10 ans. En revanche, ce qui va bouger, c'est peut-être les outils que je vais utiliser. Peut-être en ce moment, j'adore la bio parce que j'y crois, parce que j'adore aussi la storybox, mais peut-être que demain, mon outil de communication, ça sera quelque chose qui sera plus lié justement à un monde virtuel dans lequel on va évoluer. Vous voyez, les outils, mais peut-être que mes outils vont évoluer. Les outils vont évoluer, probablement vous dans votre activité aussi. Est-ce qu'on est bien obligé, aujourd'hui, Agathe, ce n'est pas à toi que je vais dire ça, de faire évoluer nos outils? Vous, chez Force Femmes, vous êtes obligé de faire évoluer vos outils. Mais a priori, votre vocation, la nature même de ce que vous faites, la marque Force Femmes, la manière dont vous vous appuyez sur ce que vous faites et le sens que vous voulez donner à Force Femmes, c'est toi qui vas répondre à la question. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, notre vocation et notre mission, elle reste la même et la manière de faire évolue. Voilà. Parce que c'est une marque Force Femmes aujourd'hui. Vous voyez, quand on parle de marque, il ne faut pas forcément penser marketing. Ce n'est pas parce que je viens de chez Coca-Cola qu'il faut penser à grand plan, etc. C'est une raison d'être, c'est une reconnaissance d'être. Et voilà, donc une longue réponse à la question qui était la bio, elle a la vocation, elle a une vocation de rester un petit peu immuable parce que c'est un peu le ciment qui fonde votre projet. Mais une fois de plus, on peut bouger des mots, on peut la reprendre de temps en temps, on peut voilà. Et puis, ça ne nous empêche pas aussi de rajouter des expériences dans sa bio. C'est-à-dire que, comme vous avez vu tout à l'heure le paragraphe sur Nathalie, on peut très bien rajouter à un moment donné une certification. On peut avoir envie de rajouter la citation d'un client, d'un univers de vie, etc. Elle doit pouvoir s'enrichir. Merci. À travers cette réponse, tu as répondu aussi à plusieurs autres questions
notamment, est-ce qu'on évoque le besoin du client dans la bio? Est-ce qu'on peut remplacer dans sa bio son nom propre par le nom de sa marque? Et inversement, est-ce qu'on peut donner ses propres noms et prénoms à sa marque? Oui, alors on peut donner son propre nom, prénom à sa marque, bien sûr. Quand il s'agit de marque, d'une activité, je prends l'exemple de Nathalie Lacroix, par exemple, mais voilà, elle tenait à son nom de marque parce qu'elle était déjà connue dans son réseau comme ça. Donc, voilà. Donc, elle n'a pas eu… Par contre, elle avait créé une très belle identité visuelle. Elle a une très belle identité visuelle. Et donc, son identité visuelle de mémoire, c'était un logo et avec juste le N et le L de N de Nathalie, L de Lacroix à l'intérieur de son bloc, de sa charte graphique, en fait. Donc, ça, oui, tout à fait, ça peut être son prénom, son nom qui devient l'identité de la marque. Ça peut être autre chose, par exemple, on peut dire, je ne sais pas, si je reprends mon exemple, moi j'ai une marque d'entreprise qui s'appelle Domaine d'expression. Donc, j'utilise souvent le terme domaine d'expression, qui est voilà, un cabinet de coaching qui accompagne des personnes qui sont en création d'entreprise, etc. Donc, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Ça peut être, par exemple, vous pouvez commencer par votre prénom et votre nom. Et ça peut démarrer comme ça. Nathalie Lacroix, je continue avec elle, a créé telle société, a créé par exemple Luxus, je raconte n'importe quoi, Nathalie Lacroix a créé Luxus, une agence, un cabinet, une entreprise qui vise à accompagner les gens, qui vise à promouvoir des talents, qui vise à encourager je ne sais pas quoi, qui vise à permettre je ne sais pas quoi. Voilà, donc le prénom, le nom, a créé. Et souvent, c'est, voilà, ou si vous parlez de vous-même, vous dire, voilà, je suis Clarisse Fajol, j'ai créé Domaine d'expression, un cabinet d'accompagnement en coaching qui permet à des personnes en création d'entreprise de booster le succès de leur démarche grâce à des outils de communication, par exemple. Donc, bien sûr, oui, ça marche. Et puis, il y avait une troisième question, non? Dans ce que tu venais de dire, Agathe. La première, je ne sais pas si je l'ai… Oui, c'était est-ce qu'on évoque dans sa bio le besoin de son client? Mais Ah oui. Ce n'est pas la démarche de la bio, si j'ai bien compris. Non, non, mais le client, bien sûr, c'est… Alors, si, bien sûr. Si, parce que quand on a une activité, si on n'est pas… si on ne comprend pas quelle est la clientèle recherchée, c'est qu'il manque quelque chose. Donc, c'est très important de parler de ses clients. Par contre, on n'est pas obligé d'utiliser le terme client. Mais si c'est important pour vous, oui, il faut le faire. Par exemple, ça sera dans la question numéro 2, comment je le fais, ou dans la question numéro 1, ça peut aussi venir dès le début en disant je m'adresse, ou cette entreprise s'adresse à une clientèle particulière qui recherche tel truc, par exemple. Donc, qualifier la clientèle dans des domaines, ça peut être très, très important, au contraire. C'est vrai qu'en coaching, par exemple, moi, le terme de client, j'utilise moins parce que c'est un petit peu trop, peut-être, comme ma démarche est d'accompagner des personnes, donc on est plus dans une démarche, on va dire, humaine. Le terme de client, des fois, ce n'est pas forcément très bien perçu, mais dans une démarche plus de commerce, j'allais dire, de biens qui ne soient pas donc plutôt, ou des services, et c'est vraiment important de pouvoir qualifier sa clientèle, oui. Et de dire, dans la deuxième question, de dire la société Intel s'appuie sur un réseau de professionnels, je ne sais pas quoi, qui permet de toucher une clientèle très B2B, très B2C, très particulière, qui a tel ou tel besoin. Voilà. Donc oui, bien sûr, bio, c'est pas un outil juste pour faire beau et avoir une belle image, hein. Ça doit vraiment répondre à une problématique oui, vraiment de pouvoir définir quel est le cœur du métier. Oui, oui. Et le cœur du métier, c'est de toucher une clientèle en particulier, oui, tout à fait.
Donc, si le terme de client ne vous plaît pas, vous pouvez dire aussi cette société s'adresse à des populations, à des audiences, à des cibles, à des collectivités, chercher aussi la richesse de notre vocabulaire pour aller préciser ce que vous faites. S'adresse à des collectivités qui veulent développer leur savoir-faire, s'adresse à s'adresse peut-être à l'éducation nationale pour proposer des nouveaux outils de formation, s'adresse, voilà. Donc, qualifier la clientèle, absolument, oui. Et ça, à vous de voir si ça intervient dès la première partie de la bio ou dans la partie 2, sur quoi vous vous appuyez avec les valeurs. On peut très bien parler de ses clients en parlant de ses valeurs. Voilà, si je réfléchis tout haut, mais de dire cette société s'adresse à des clients qui sont en recherche d'autonomie, qui sont en recherche de développement, où justement la valeur, je n'ai pas l'exemple qui me vient, mais où la valeur de proximité, par exemple, sera très importante. Si on veut qualifier, si notre approche est d'aider des petits commerces, j'y pense parce qu'en ce moment c'est un peu mon actualité, mais qui veulent aider des petits commerces, ben, la valeur de proximité va devenir une valeur proche du client aussi. On peut très bien dire notre volonté avec ce projet, si je prends l'exemple du collectif, le collectif là, des 3 personnes en trio, là, en cofondateur, notre projet est d'accompagner des clients dans leur démarche de proximité, dans leur démarche de développement, où les valeurs de lien social, où les valeurs de lien social, ou les valeurs de je ne sais pas trop quoi, sont au cœur même de l'activité. Donc, essayez, vous aurez encore plus d'impact si vous arrivez subtilement dans l'expression de la deuxième partie à faire coïncider les valeurs de votre client à vos propres valeurs, parce que de toute façon, rien n'est par hasard, rien n'arrive par hasard. Vous allez forcément vous adresser à des clients qui partagent vos valeurs. C'est ça aussi la magie de pouvoir exprimer ces valeurs, parce que plus vous exprimez vos valeurs, plus les autres se reconnaîtront dedans et auront envie de vous suivre plus ou moins consciemment. Donc, il n'y a pas non plus de crainte à parler, parce que parfois on me dit oui, mais est-ce que quand on parle de valeurs, ça ne fait pas un petit peu psy ou un petit peu trop bisounours, etc. Non, dans la mesure où ce sont des valeurs qui sont vraiment liées à l'impact de votre activité. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher la bonne valeur. Il ne faut pas juste dire valeur de la… Vous voyez, si c'est trop flou, bah, évidemment, ça ne sera pas impactant. Par contre, si c'est une valeur vraiment très, très précise, très aiguisée, qui va vraiment qualifier votre approche, là, ça va être vraiment une distinction différenciante et un avantage concurrentiel. Parce que les gens préfèrent toujours travailler avec des gens qui n'ont pas peur d'afficher des valeurs. D'ailleurs, tous les grands leaders aujourd'hui, tous les grands leaders aujourd'hui, bien sûr, dans une démarche de recherche de sens qu'on observe partout, vous verrez que tous les grands leaders, les patrons de Danone, ces gens-là, ils commencent déjà par parler de valeurs de leur marque, valeurs, purpose, sens, tout ça aujourd'hui, c'est des ingrédients qui sont très importants pour donner de la conviction et puis pour être vraiment dans les attentes aussi des consommateurs finaux. Les consommateurs, tous les consommateurs recherchent du sens, d'autant plus dans ces périodes où on est très bousculé justement dans les valeurs. Les valeurs de lien social en ce moment, c'est extrêmement chahuté, c'est extrêmement compliqué. Donc, la recherche de profit sans les valeurs, sans recherche de sens, aujourd'hui, ce ne sont pas des arguments qui convainquent non plus nos jeunes populations. Donc c'est important, vous, de vous creuser l'esprit là-dessus et vraiment de creuser ça. Et puis, quand on fait un travail sur les valeurs, par exemple, quand j'accompagne des gens individuellement au coaching, une séance sur les valeurs, ça peut prendre 1h30 à 2 heures avant de se dire « Ah ouais, mais attends, c'est quoi déjà vraiment la valeur qui me porte ?» Celle qui, quand elle n'est pas là, me fait que je ne me sens pas bien dans ma vie.
C'est quoi vraiment cette valeur-là? Ben, quand vous l'avez trouvée, elle réapparaît dans votre vie et donc du coup, elle vous guide, elle vous accompagne beaucoup plus et elle vous permet aussi de préciser ce qui est important pour vous. Et en ce moment, c'est quand même important pour nous tous de savoir ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel, ce qui est porteur de motivation pour l'avenir. Je fais un peu digression, hein, j'ai l'impression. Très bien. Et, une personne aussi n'était pas très à l'aise avec la notion d'émouvoir avec sa Ouais. bio. En fonction des activités, effectivement, cette notion d'émotion ne trouve pas forcément sa place. Mais ça, c'est pas mon point de vue, mais bon, je comprends qu'elle ne soit pas forcément partagée. Mais là aussi, juste s'interroger sur ce qu'est une émotion. Hein. Une émotion, c'est pas forcément aussi quelque chose qui est, comment je pourrais dire, de réserver l'émotion n'est pas un monde réservé à du privé. Hein. L'émotion peut très bien s'inviter dans une démarche professionnelle. Moi, j'y crois beaucoup. Après, je ne l'impose pas. Mais, et les émotions, c'est une vaste palette aussi de ressentis. Hein. Quand on parle de motivation, c'est de l'émotion. Quand on dit « je suis très enthousiaste à animer cet atelier avec vous », c'est de l'émotion. Et je ne suis pas sûre que quand on parle de son émotion, on perd en crédibilité. Au contraire, on gagne en authenticité souvent. Voilà. Et donc, attention à ne pas confondre émotion et sensibilité, fragilité qui serait peut-être en effet pas tout à fait adaptée à un contexte de démarche professionnelle. Donc, une émotion, c'est aussi une manière de montrer qu'on fait confiance à l'autre, qu'on se livre à l'autre sans perdre la face pour autant, mais on peut exprimer son plaisir à rencontrer quelqu'un pour parler de son projet, on peut exprimer des doutes, hein. On peut exprimer des doutes sans perdre la face, on peut exprimer des inquiétudes. Voilà, c'est aussi ça qui peut nourrir parfois, qui peut être c'est son émotion souvent qui est à la base même de l'expression de son besoin et de ses valeurs. Voilà, donc à la personne qui pose cette question, je dirais peut-être demandez-vous si de quelle émotion, à quelle émotion vous pensez quand vous vous dites qu'elle peut vous gêner dans votre approche professionnelle. Et en effet, peut-être que vous vous direz qu'elle est éloignée, ou au contraire, vous direz ah, tiens, comment elle peut être transformée, ou alors comment elle peut devenir un moteur de motivation aussi. On dit souvent aussi que derrière chaque peur, il y a un désir. Donc, derrière chaque émotion, il peut y avoir quelque chose aussi à regarder. Toute cette partie d'extraction de marque que je trouve passionnante aussi. Vous êtes certainement dans une période de vie où c'est le moment de se pencher sur soi, de se pencher sur toutes les injonctions d'éducation dont on peut se passer, puisqu'on est des femmes, des adultes, des grandes filles, et où on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore envie de faire tout ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore l'énergie? Qu'est-ce qui fait que parfois j'ai l'impression, même si j'ai déjà 50 ans passés, j'ai l'impression d'avoir 30 ans? Qu'est-ce qui fait tout ça? Et cette émotion-là, elle est bien souvent un guide pour nous permettre de mieux reconsidérer sa place finalement dans cette société, dans ce monde, dans notre foyer, dans notre manière de nous présenter aux autres et dans notre manière d'être vrai, d'être sincère. Là, le personal branding, c'est vraiment une démarche de sincérité. Il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec du marketing de soi où on se met en avant, enfin j'espère que vous l'aurez compris, où on se met en avant pour rien. Au contraire, c'est au contraire de se montrer à l'autre avec sincérité, avec puissance quand même, avec conviction, mais avec sincérité et je peux vous assurer que plus vous serez dans cette démarche-là,
même si parfois ça vous paraît être dans une forme de vulnérabilité, vous pourrez y trouver une sorte de puissance au contraire. Mais parce que votre émotion, votre vulnérabilité, vos doutes sera justement bien entourée, bien enveloppée de quelque chose de structuré. Vous voyez, si vous parlez de votre projet de façon structurée et que vous y glissez parfois les 3 mots-clés de séduction, de démonstration, d'émotion, vous vous donnez plus de chances d'être entendu, d'être écouté. Et voilà. Mais le point important aussi, c'est que ça se pratique. C'est-à-dire que ce qu'on se dit là, si ce n'est pas en mode pratique, ben, ça reste des mots sur du papier. Et voilà, c'est en pratiquant que vous vous rendrez compte de tout ça. Et c'est pour ça que la communication, c'est une démarche d'engagement, parce que ça demande d'aller mouiller un peu sa chemise et d'aller tester des choses pour voir justement comment son environnement, comment son public réagit. Ça reste un papier posé sur le bureau, ça ne sert à rien. Il faut vraiment rentrer, c'est aller se mettre vraiment un peu quand même en danger, forcément, mais en danger avec peu de risques que ça fasse mal, parce que vous avez pris justement toutes les précautions d'avoir un argumentaire structuré et qui vous permet de pouvoir délivrer un message sans justement vous sentir démuni parce que vous ne seriez pas suffisamment préparé. En fait, la communication, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de choses à écrire d'abord, écrire sur son papier d'abord, après peut-être à lire. Quand j'écris des bios avec des coachés, on enregistre la bio, par exemple, on la lit, on l'enregistre, on la réécoute et on s'interroge et on se dit, tiens, quand j'écoute ça, qu'est-ce que ça me donne comme impression? Souvent, ça donne l'impression qu'on est fier de soi parce qu'on se dit, ah, tiens, ça fait bien quand je l'entends comme ça, j'y crois, ça fait bien, ça me réconforte en fait. C'est une démarche de réconfort vis-à-vis de soi. Je dis souvent, soyez votre meilleur ami, mais c'est vrai. Et souvent, son pire ennemi, c'est soi-même. Merci Clarisse. Les dernières questions sont autour du fait justement de comment peuvent faire les participantes pour te soumettre leur bio si tu acceptes de leur faire un retour. Et on a même eu des questions sur comment se faire accompagner par Clarisse Fajol. Alors, pour la bio, Agathe était d'accord, on peut les faire envoyer à Force Femmes. Et puis, on peut ensuite, on peut les partager. On va voir s'il y en a beaucoup. Ça demandera peut-être une structure d'organisation un peu différente. S'il y en a 2, 3, je pourrais volontiers les donner quelques inputs. Et pour les personnes qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi, le mieux, c'est de passer par mon profil LinkedIn. Vous me trouvez sur LinkedIn et en message personnel si vous voulez quelques précisions là-dessus ou vous voulez échanger avec moi, je serai à votre écoute avec grand plaisir. Merci beaucoup Clarisse, on est dans une maîtrise du temps absolue, il est 11h01. Donc, merci énormément pour ton intervention. Dans le chat, les remerciements pleuvent également, donc je te les ferai suivre, bien évidemment. Merci à toutes de votre participation et de votre intérêt. Les 2 webinaires à suivre, que ce soit cet après-midi ou demain matin, sont des témoignages de créatrices avec des profils complètement différents. Donc, vous pourrez aussi les suivre sur YouTube. C'est assez inspirant parce que justement, ce sont des femmes qui ont des activités différentes, des histoires évidemment différentes, qui ont eu des déclics par rapport à leur démarche entrepreneuriale différente. Donc, voilà, pour celles en tout cas qui se posent encore la question de j'y vais pas, qui sont vraiment dans cette phase d'hésitation, je pense que ces webinaires des témoignages peuvent vous aider dans la construction de votre réflexion. Voilà.
Merci encore, Clarisse. Merci toutes. Merci beaucoup, Agathe, d'avoir organisé. Petite phrase de citation à la fin pour vous souhaiter une très, très bonne journée et vous dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et donc, merci pour ces rencontres. Bonne chance à vous toutes et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.